Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce cadre magnifique, donc à partir toujours du complexe de thalassothérapie de Sidi Frej. Alors je vais vous faire une petite présentation de ce qui vous attend tout au long de ce numéro ce matin. Alors nous allons tout d'abord parler culture avec notre premier invité, Karim Zied. Il est directeur du complexe culturel Abouheb Selim, donc chinois, du côté de Tipaza, une ville qui a inspiré tellement d'artistes, un véritable berceau de culture. Nous en saurons davantage tout à l'heure évidemment. Juste après, eh bien, notre chroniqueuse Samira Hadjamal sera des nôtres pour parler du parcours exceptionnel d'une grande femme de lettres, une grande dame de lettres, donc algérienne. Il s'agit de Colette Grégoire, dite donc Anna Gréqui, une poétesse qui a tellement soutenu et épousé la cause indépendantiste algérienne. Nous en saurons davantage sur son parcours tout à l'heure. En tout cas, elle aura tout donné pour cette cause. Autre femme d'exception, Djahida Ouadif, elle sera notre deuxième invitée, artiste peintre. Elle est également céramiste et enseignante d'art. Eh bien, elle figure parmi les toutes premières générations des femmes artistes en Algérie en tout cas. Et puis nous parlerons de son parcours exceptionnel, tombé très très jeune dans le chaudron de l'art. Nous parlerons de sa dernière publication destinée essentiellement aux enfants. Nous terminerons avec la passion des deux roues avec nos deux derniers invités. Il s'agit de Abdelrani Mechti ainsi que Sofiane Alif. Tous deux roulent en grosse cylindrée américaine, passionnés par la mythique Harley Davidson. Ça bouge beaucoup. Voilà. Donc nous parlerons évidemment de ce groupe qui attire de plus en plus d'amateurs. Ils font partie d'un groupe qui sillonne les routes du pays, cheveux au vent, sans autant négliger bien sûr l'aspect sécuritaire. Tout cela et bien d'autres surprises tout de suite, mais avant, d'abord cette chanson Rewaya, le fruit d'une belle collaboration entre deux groupes, le groupe Day ainsi que Tikou Bawin. Je vous laisse apprécier, on revient juste après.
Culture, quand tu nous tiens, nous allons encore parler, de culture et d'art avec notre première invitée, Kerem Ziad, bonjour. Bonjour Nour, ravi d'être parmi vous ici. On est très heureux en tout cas de vous avoir des nôtres ce matin. Alors vous êtes directeur du complexe culturel Abdelwaheb Salim, donc à Chenois, donc à Tipaza. Alors déjà, comment vous trouvez cet endroit, vous qui venez d'une wilaya magnifique? C'est un endroit paradisiaque. Je ne suis pas réellement dépaysé parce que le complexe trouve pied dans l'eau, oui. Comme cet endroit, comme ce superbe centre de thalassothérapie, pied dans l'eau. Donc réellement, je vois le mont Chenois à côté de moi, à ma gauche, oui. À quelques kilomètres à vol d'oiseau. Oui. Donc ça fait plaisir d'être. Et ça fait du bien aussi, même pour le moral. Le grand air, ça. Toujours. Alors votre centre culturel se trouve donc dans la plage, vous l'avez dit, pied dans l'eau, et vous êtes au pied du mont Chenois. Comment vous êtes déjà adapté? Vous êtes ouvert aujourd'hui? Oui, on est ouvert. Donc on est ouvert tous les jours de la semaine, même les week-ends. Et on propose des activités, comme je vais développer, riches et variées. D'accord. Qu'est-ce que vous proposez comme activité? Comme activité artistique, culturelle, éducative. Donc on propose ces activités pour les enfants et pour les adultes. Donc, je commence par décrire le complexe. Le complexe Abdelwaheb Salim, Centre culturel Abdelwaheb Salim, est une annexe de l'Office national de la culture et de l'information à Tipaza. Il a ouvert ses portes en 2011. Nous proposons actuellement des activités riches et variées. Comme je vous ai dit, madame, pour un public adulte et pour les enfants. Les activités donc sont l'activité des ateliers de formation. Oui. Ce sont des ateliers ouverts au public, aux enfants et aux adultes. C'est l'atelier de musique avec l'atelier de piano, de guitare, de violon et aussi l'atelier de dessin, l'atelier du jeune astronome, l'atelier aussi du théâtre et l'atelier d'anglais et sans oublier le superbe atelier de la danse classique. D'accord, voilà. Donc activité culturelle, artistique voilà. Et aussi linguistique, voilà. Tout âge confondu? Tout âge confondu. Ces activités sont proposées à un large public, avec des groupes bien précis pour les adultes. Des groupes de niveau, c'est ça? Voilà, groupe de niveau, madame. D'accord. Alors, on est en plein mois d'août, donc le mois d'août est entamé. Est-ce que c'est toujours possible de s'y inscrire, si on le désire? Pour les activités des ateliers de formation, donc les principales activités artistiques qui sont de musique, piano, guitare et violon sont ouvertes au public. Les inscriptions sont toujours ouvertes. Pour les personnes qui sont intéressées par les inscriptions, ils n'ont qu'à se présenter à l'administration du complexe. Ils auront un très bon accueil, donc un petit dossier administratif et hop, tout de suite, le début des cours. Très bien. Alors, j'imagine que vous êtes resté longtemps fermé pour raisons sanitaires, en période de crise sanitaire. Alors, nous y sommes toujours, mais beaucoup moins, heureusement. Heureusement que la situation s'est améliorée, oui, alhamdoulilah, ça fait plaisir. Mais méfiance toujours. Oui, méfiance. Les gestes de prévention sont toujours de mise au complexe. On insiste sur ça pour nos activités. Donc la distanciation physique, et aussi le port de la bavette et le lavage des mains avec le gel hydroalcoolique et la prise de température à l'entrée est obligatoire. Donc ce sont des gestes barrières et des gestes de protection pour toutes les personnes afin de casser vraiment cette chaîne de transmission. Tout à fait. Alors vous êtes resté longtemps fermé? L'année 2020, à partir du mois de mars, donc on n'est pas réellement resté fermé parce qu'on a proposé des activités virtuelles sur le net. Oui. Voilà, avec des programmes pour enfants et pour adultes. Réellement, chaque jour, on avait un programme sur le net. Donc on ne peut pas dire qu'on est resté sans activité. Mais on a commencé à reprendre nos activités à partir du mois de janvier 2021 avec la fête du jour de l'an Amazigh Yinaya. Oui. Donc là, on a fait un programme, on a invité des artistes de la région de Chenois. On a présenté les principales traditions chenouises, Amazigh de la région sur un décor chenouis traditionnel superbe. Donc on avait du chant chenouis, de la poésie chenouis et on avait le décor chenouis, aussi je dirais de la musique folklorique chenouis. Donc la vie a repris petit à petit, pas à pas, les activités culturelles également au sein de votre complexe? Ils ont repris petit à petit. La mi-janvier, on a repris l'activité des ateliers de formation, de la musique. On avait réellement une demande. On avait les parents qui nous demandaient, qui nous appelaient, qui nous contactaient aussi par Facebook sur le net. Quand est-ce que vous allez ouvrir? Quand est-ce que vous allez ouvrir? On veut vraiment, on a envie de bénéficier de vos activités. Eh ben, on a ouvert les portes. On a réellement
reçu un bon engouement et on a reçu ses parents, ses élèves. Et les cours ont débuté donc au mois de janvier et on a continué jusqu'à maintenant. Donc vous avez reçu beaucoup d'élèves d'établissements scolaires qui vous... Et pour les établissements scolaires, on leur propose surtout des activités de spectacle et de visites guidées au complexe, la bibliothèque. On leur montre aussi des activités des ateliers de formation, les crèches, les écoles privées aussi. Ils ne sont pas de reste, ils viennent d'Alger. Très bien. Et j'imagine que vous avez découvert de très jeunes talents qui ont émergé au sein de votre centre. On a de très jeunes talents et on a des personnes qui ont débuté avec nous de 2011 jusqu'à maintenant, qui se sont spécialisées maintenant sur des genres musicaux. Et on a des musiciens de guitare, de piano et de violon. Ça fait vraiment plaisir de voir des gens évoluer. Et on a des personnes qui sont devenues, je dirais, connues. Vous-même, vous êtes artiste ? Je ne suis pas artistique, moi, mais réellement, j'ai l'âme artistique. Ah, vous avez l'âme artistique, forcément. Forcément. Est-ce que vous travaillez en collaboration, en partenariat avec des associations de jeunes? Oui, on travaille surtout avec des associations, avec des clubs de la région des jeunes et avec les écoles, que ce soit pour les programmes enfants, pour les programmes adultes. Voilà. D'accord, très bien. Alors, j'imagine que vous avez établi tout un programme pour la saison estivale et pour la rentrée, qu'est-ce qu'il en est? Pour la rentrée scolaire, Inch'Allah, on va reprendre avec force le programme Enfants hebdomadaire. C'est un programme de spectacle éducatif, culturel et je dirais varié, chaque vendredi à partir de 15h. Le programme de Planétorium, c'est un programme de projection de films en 360 degrés. Je vous invite, madame, à venir découvrir cette activité. Donc c'est le Planétorium. Ça sera les week-ends et surtout les mardis après-midi. On va reprendre aussi l'activité culturelle avec le programme de poésie. On reçoit des poètes de la région de Tipaza et des régions environnantes. Vous recevez des artistes qui viennent de l'intérieur du pays? Oui, c'est vrai que ça fait un peu loin pour eux, mais... Oui, il y a une réelle demande pour venir au complexe et pour venir visiter la région. Tipaza est très connu côté artistiquement. Donc, on a par exemple des poètes qui viennent de Biskra, qui viennent pour lire leur poésie, et des régions environnantes de Tipaza, Blidache, Le Faïn, Defla, donc ils viennent pour ces programmes. Le programme des conférences thématiques, il va reprendre aussi. Les ateliers, tous les ateliers vont réouvrir encore une fois et offrir le mois de septembre, les inscriptions le mois de septembre. Le fin septembre, début octobre, ce sera la reprise. Je tiens à remercier les profs pour le travail qu'ils ont fait, qu'ils sont en train de faire avec les enfants, tout un travail pédagogique et artistique. Donc c'est ça, c'est pour les activités des ateliers. Aussi pour l'activité des expositions, donc un programme riche, varié, avec une moyenne de 2 expositions par mois. Chaque 15 jours et aller aux dates historiques religieuses, aux jours, ces jours fériés, on propose des expositions thématiques. Par exemple le 5 juillet, le 1er novembre, le Mouloud, Innayer. Donc on a un programme spécial pour ces journées. La bibliothèque, sans oublier la bibliothèque qui est ouverte 7 jours sur 7, été, les 4 saisons, donc les week-ends. Donc j'invite les familles, les gens qui passent cet été leurs vacances à Tipaza à venir visiter, à venir lire surtout à la bibliothèque. Ils peuvent s'inscrire. Pour trouver des lectures d'été, pour découvrir aussi des artistes locaux, régionaux. Voilà, donc ils trouvent une bibliothèque riche et variée. Ils peuvent lire au complexe, ils peuvent bénéficier du prêt extérieur et prendre les livres pour les lire au bord de la plage. Donc j'insiste, la lecture c'est important, même l'été. Donc venez visiter la bibliothèque, c'est très important. C'est très gentil à vous, Karim Zied. Alors, est-ce que vous avez des lectures à nous recommander, des artistes, des écrivains à nous recommander en cet été? Assia Djebal, oui. Bon, le classique Assia Djebal, l'aîné de la région. Oui. Aussi, je peux recommander les romans pour jeunes. Il y a des très bons romans pour jeunes, pour enfants, pour les débutants, les enfants. Donc, les langues arabes, les langues françaises, et anglaises. Donc, je les invite vivement à venir découvrir. Et pour les tout petits, les petites histoires pour enfants, les contes pour enfants, donc avec des textes coloriés, attirants. Donc, c'est vraiment intéressant. Ça dans le cadre de vos activités que vous proposez. Ouais. Et surtout, madame, j'aimerais dire qu'on insiste sur le programme pour enfants. Parce que les enfants, c'est très important. Un enfant qui suit ces programmes artistiques, c'est un investissement réellement, madame. Cet enfant, il va vraiment découvrir l'activité artistique.
Alors, Monsieur Zied, pour les thématiques, vous parliez tout à l'heure de thématiques, d'ateliers, de conférences. Quelles sont les thématiques que vous abordez au niveau de... Surtout dans le domaine de l'histoire. Par exemple, le 5 juillet, le 20 août, le 18 février. Lorsqu'il y a des dates historiques, des dates clés. Historiques. Et aussi, on organise en collaboration avec des centres. Comme j'oublie de vous préciser, on a organisé avec un centre de protection du littoral de Chinois, on a organisé une conférence et un atelier sur la protection des tortues marines de la région de Tipaza. Donc on a invité des experts, des scientifiques et aussi des gens de la région de Tipaza pour discuter, en parler sur la protection de l'environnement et ces animaux marins. Voilà. Très bien. Et puis il y a une plage, une très très belle plage qui se trouve derrière le Mont Chinois, derrière votre centre. On est au pied de la plage. Donc, oui, voilà, donc qu'on n'hésitera pas à aller visiter. Merci. Voilà. Merci d'avoir été avec nous, Karim Zied. Donc je rappelle que vous êtes directeur de ce complexe culturel Abdouwaheb Salim, donc chinois, du côté de Tipaza. Merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie, madame, et je vous invite à venir visiter. Ah ben vous inquiétez même pas qu'on va venir. Merci à vous. Merci, très belle journée à vous. On va regarder à présent ce reportage sur l'un des quartiers mythiques d'Alger. Il s'agit du quartier de Télimni. C'est Semira Hadjamor, notre journaliste reporter, qui a été faire ce travail. Elle est revenue regarder. Où a toujours régné une ambiance culturelle par rapport à ce qui l'entoure, comme le musée des Antiquités, le musée des Arts islamiques, les deux grands espaces verts qui sont le parc Beyrouth, le parc de la Liberté, l'école, la prestigieuse école des Beaux-Arts. Et il a évolué à travers le temps, il y a eu des espaces qui se sont collés avec cette atmosphère, comme les antiquaires, les brocanteurs, le Dinandier qui est pas loin, et même des galeries d'art. Alors on va dire que le Télimni est devenu un petit Montmartre à Alger. Et voilà. Alors pour toi, qu'est-ce qu'il représente pour toi? C'était le quartier de ton enfance, ton papa? Voilà. Et bien, d'accord. Le Télimni, c'est un endroit où j'ai toujours évolué. D'ailleurs, j'étais au primaire, j'ai grandi au Télimni, j'étais au primaire du Parc du Galant. Après, j'ai fait le CEM Saint-Geneviève, qui est pas loin du Saint-Georges. Et j'ai fini, après ma scolarité, et ben, j'ai fait l'école des Beaux-Arts. Et juste après... Juste après ça, tu as choisi d'ouvrir une galerie? En fait, j'ai choisi d'ouvrir une galerie qui était juste à côté de chez moi. C'était un petit garage que j'ai exploité. Et on va dire que c'est une galerie, mais ça marche pas comme une galerie. Ça veut dire que c'est une galerie, c'est comme une vitrine de notre travail. Comme on est une famille d'artistes. Mélissa, 20 ans, étudiante en géologie à Bebzouar, elle a dû parcourir 80 km en aller-retour pour profiter de l'ambiance du quartier. J'habite à Zeralda et j'aime venir à Alger justement parce que c'est agréable, les bâtiments ils sont magnifiques.
Et spécialement ici, donc ici à Telemli, parce que déjà c'est encore plus agréable que le reste d'Alger et c'est un quartier extrêmement, comment dire, inspirant. Donc déjà par rapport aux beaux-arts, donc rien que la bâtisse, elle est incroyable, c'est une école prestigieuse justement. Et aussi par rapport à toutes les galeries d'art qu'il y a ici. Les musées, déjà on est venu ici justement pour le musée du Bardo, parce que c'est la semaine, les musées ils sont gratuits. Donc on est parti, on s'est dit voilà, c'est le jour pour y aller. Et aussi par rapport à toutes les boutiques d'art qu'il y a ici, donc dès qu'on a besoin de quelque chose, on vient à la boutique qui est là, même la librairie. La librairie, même si parfois j'achète pas, je reste juste discuter avec le monsieur ou la dame qui est là-bas. Et voilà, donc ce café spécialement, déjà je l'ai découvert par une amie qui est maintenant une beaux-artiste justement. Et on vient ici pour le cadre, parce que déjà le personnel ils sont sympas. On aime bien rester ici, c'est accessible. Et donc la décoration, d'habitude il y a un musicien. La décoration, les œuvres d'art qui sont par des artistes connus. Donc c'est toujours un cadre excellent pour une sortie entre amis. On a tellement aimé ce quartier qu'on va y revenir pour d'autres balades dans son histoire et son architecture. De retour sur le plateau de Brise d'été, bienvenue à vous encore une fois. Bon réveil à notre compagnie sur Canal Algérie. Nous sommes en compagnie de Samira Hadjamar. Bonjour Samira. Bonjour Nour. Comment ça va? Très très bien. En tout cas, je suis très contente que tu passes avec moi. Oui. C'est une première. Oui, c'est une première. J'en suis ravie. Ah ben de même. Plaisir partagé. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler d'une femme d'exception, oui. Donc Colette Grégoire, dite Anna Gréqui. Après tout, elle reste algérienne. Elle reste algérienne, elle est profondément algérienne. Elle est surtout poétesse et elle a été, comment dire, c'est une moudjahida, une femme qui a souffert, qui a beaucoup aimé et qui a beaucoup souffert aussi. C'est une femme particulière. Pourquoi? Parce qu'elle a été emprisonnée. Elle a été torturée, et c'est ça en fait, c'est tout ça qui l'a fabriquée. À la base, Anna Gréqui s'appelle Colette Melki. Melki parce que c'est son nom de mariée. Elle a épousé Jean Melki. Mais avant lui, elle avait connu Ahmed Inel. Elle l'a connu en France, tous les deux. Elle les a connus en France. Elle les a connus en France après avoir eu son bac à l'âge de 16 ans. Elle est des Aurès. Elle est née à Gerzad, c'est un petit village à Mniha, mais dans les Aurès, près de Erris. Donc elle, à 16 ans, elle obtient son bac et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va à la Sorbonne, elle va à Paris. Et c'est là qu'elle rencontre Ahmed Inal, qui a commandé la 5e région, donc un martyr, lui aussi. Il a été torturé et massacré même par donc le colonisateur français. Elle tombe amoureuse de lui et c'est lui qui va lui inspirer ses premiers poèmes. À qui elle dédie ses premiers poèmes à lui? Elle les dédie à lui, mais pas que. Elle les dédie aussi à Madame Guerrouj, donc la Moudjahida. Elle les dédie à tous ceux qu'elle a rencontrés en prison. Parce qu'il faut savoir que quand Anna Gréqui, en 1957, elle est arrêtée par les parachutistes français, donc Massu. Elle est emprisonnée à Barberousse, donc Serkedji actuellement. Mais avant ça, elle passe par la villa Cézini, donc la villa qui à l'époque servait à la torture. Elle est violée, violentée. Ils ont essayé de la casser. Elle arrive à Barberousse. Elle trouve qui dans la cellule? Annie Steiner. Elle trouve Louisette Iril Hriz. Elle trouve Guerrouj. Elle trouve la secrétaire de l'Arbi Ben Mehdi. Elle trouve plein de gens qui vont témoigner de la puissance et de la force d'Anna Gréqui. Et Anna Gréqui, qu'est-ce qu'elle faisait? Dans le silence absolu, elle n'a jamais crié sa souffrance. Elle souffrait en silence, c'est ça. Elle a écrit discrètement. Elle a écrit, comme dit Abdelrahman Djelfaoui, en se cachant avec un morceau de tissu. Et elle a écrit Algérie, capitale Alger, qui pour moi est le plus beau poème qui a été écrit sur Alger. Tout à fait, donc un parcours hors du commun. Hors du commun. Vous l'avez dit, donc elle a une vie plutôt très compliquée, donc toutes les difficultés qu'elle a rencontrées ont fait d'elle la poétesse qu'elle était. Voilà, mais
Alors, elle a connu énormément de souffrances, de douleurs, mais elle ne les a jamais exprimées. C'est une femme qui n'a jamais... elle avait trop de respect, trop de pudeur. Mais on ressent la douleur à travers ses écrits. On ressent de la douleur, mais on ressent beaucoup d'amour. Oui. Beaucoup d'amour. Et d'ailleurs, on peut le ressentir. Et quelle que soit l'époque, même aujourd'hui en 2021, on peut le ressentir comme si c'était d'actualité. C'est pas une femme aigrie. Ce n'est pas une poétesse aigrie. Elle raconte la révolution, elle raconte son combat, elle raconte sa souffrance. Et on peut le retrouver dans tous ses mots, dans ses verbes et sa création. Elle a été prof de français, donc elle a une maîtrise de la langue française comme... je ne sais pas, elle est exceptionnelle et Mustapha Al-Ashraf l'a dit, et il l'a dit dans sa préface du livre Algérie, capitale Alger, qu'elle a édité en 1963 grâce au Canadien Jean-Pierre Oswald, qui lui a une maison d'édition à Tunis. Son premier livre, elle l'a édité à Tunis. Voilà, on peut peut-être regarder le reportage. Oui, tout de suite. Mais est-ce que je voulais juste vous demander, Samira Hadjamal, est-ce que c'est une sorte de sacrifice dont elle a fait preuve en faisant abstraction de ses souffrances et de ses douleurs? C'est un sacrifice. Non, c'est une femme qui a toujours été touchée. D'abord, quand elle était très jeune à Eris, dans les Aurès, elle a été touchée parce qu'elle voyait déjà la misère. On était en temps de guerre. Anna Grecki est née en 1931. Oui. Ses parents étaient instituteurs dans une petite école donc à Batna. Mais elle voit ce qui se passe. Elle est en contact avec la population, avec les Algériens. Elle se considère comme algérienne et elle adopte le combat des Algériens. Elle est complètement imprégnée. Il n'y a pas plus algérien que Anna Grecki. Après l'indépendance, elle a porté la voix des femmes. Elle voulait l'égalité entre les femmes et les hommes. Pendant la colonisation, elle voulait la libération de l'Algérie. Elle a tout fait pour. Elle s'est engagée, elle a milité. Elle a été emprisonnée à cause de ça. Elle a enseigné aussi le français. Elle a enseigné le français et au lycée Émir Abdelkader. Elle a enseigné le français à Annaba, elle l'a enseigné un peu partout. Elle voulait que les gens apprennent à lire. Et peut-être elle a porté aussi la langue arabe, puisque son premier livre, quand il a été édité, il y a eu, dans le même livre en Tunisie, il y a eu la version en arabe. Donc tout de suite, dès 1963, Anna Grecki publie ses poèmes en français, mais elle les publie dans le même livre en arabe pour que tout le monde puisse les lire et puisse accepter en fait les deux langues, qu'on puisse vivre puisse accéder à l'histoire de notre pays. Voilà, c'est ça. Merci Samira. Alors vous restez avec nous. On va juste aller faire un tour, on va aller voir votre déclamation, donc toujours au sujet de Anna Grecki, et on revient juste après. J'habite une ville si candide qu'on l'appelle Alger la Blanche. Ses maisons chaulées sont suspendues en cascade, en pain de sucre, en coquilles d'œufs brisées, en lait de lumière solaire, en éblouissante lessive passée au bleu, en dentelle, entre deux, en plein milieu de tout le bleu, d'une pomme bleue. Je tourne sur moi-même et je bats ce sucre bleu du ciel, et je bats cette neige bleue de mer, bâtie sur des îles battues qui furent 1000. Ville audacieuse, ville des marées, ville marine bleue, marine saline, ville au large rapide, à l'aventure. On l'appelle El Jazair, comme un navire de la compagnie Charles Le Borgne. Anna Grecki, Algérie, capitale Alger, 1963. Merci Samira pour cette déclamation très touchante, donc au sujet de Colette Grégoire, dite Anna Grecki. Merci beaucoup.
Merci à toi, Nour. Elle est, Anna Grecki, pour moi, c'est une personne qui me touche, même en 2021. Lorsque je lis ses poèmes, et j'en suis accro, je l'avoue, elle me touche, elle me bouleverse, elle me renverse, elle me renvoie à une époque, mais elle me renvoie aussi à cette époque, tous ces mots. Quand elle parle d'Alger, moi, quand je passe devant la Villa Sizini ou je passe devant celle qu'elle a dit, je pense à elle. Quand je vois la Casbah, quand je vois la cascade de maisons, je pense à Anna Grecki. Anna Grecki a souffert, elle l'a souffert jusqu'à son dernier souffle, puisqu'elle est morte en couche. On va dire, elle est morte à son 7e mois de grossesse. Elle est morte en essayant de donner la vie. Elle est morte, elle avait 35 ans et c'est trop jeune. En 1966, oui. Voilà, exactement. Et ce qui est triste, c'est qu'elle a pu éditer qu'un seul livre, donc c'était en 1963 à Tunis. Et il y a eu un second livre qui est sorti juste l'année à titre posthume, en fait. Voilà. C'est aussi cette grande femme de lettres algérienne, c'est aussi un symbole d'une Algérie humaine, d'une Algérie fraternelle. Tous l'ont placée, hein, et je te le dis sincèrement, tous l'ont placée, que ce soit Jean Sénat, que ce soit Tahar Djaoud, Mostafa Lashraf, tous l'ont placée. Elle est de même facture que Mouloud Mamri, que Kateb Yassine, c'est les grands auteurs d'Algérie en fait. Anna Grecki mérite aujourd'hui qu'une école porte son nom, qu'un lycée porte son nom, qu'une bibliothèque porte son nom. Elle mérite énormément de choses. Elle mérite qu'on revienne sur son œuvre parce qu'elle est importante. Oui. Elle est importante. Révolutionnaire jusqu'au bout. Hein. Révolutionnaire jusqu'au bout, mais pas que pour la poésie. Pour la poésie et pour son engagement. Son engagement, engagement pour pendant exactement pour la libération de l'Algérie. On lui doit et on lui doit beaucoup de choses. C'est un symbole de la mer Méditerranée. Hein. Eh bien, elle en parle. Elle en parle beaucoup. Oui, qu'elle compare. Elle compare Alger à une pomme bleue, elle compare Alger à le ciel, elle parle du ciel, elle parle de la mer, elle ne peut pas y échapper. Pourtant, c'est une fille des Aurès, on est presque dans le désert, il n'y a pas la mer, et elle est tout ce mélange. Et quand elle a besoin de se ressourcer, elle est sur Alger, mais elle repart dans les Aurès, pour retrouver son ancrage, pour garder les pieds sur terre. C'est ça, Anna Grecki, c'est une personne entière. C'est une écorchée. Je vais pleurer. Non, je vais pas pleurer. En tout cas, vous avez l'air d'être très émue, Samira. Elle est renversante. Elle est bouleversante. Ça fait, je sais pas, elle est morte en 66. Ça fait, je sais pas combien de décennies, mais voilà. Elle a toute sa place dans la littérature algérienne. On peut avoir un petit aperçu d'une préface ou d'une préface? C'est-à-dire Vous avez un bouquin de Anna Grecki? Alors non, j'ai un bouquin de Mohamed Redda, qui lui parle en a parlé. Voilà. Mais l'avantage qu'a Mohamed Redda, qui est un grand peintre algérien, c'est qu'il a eu la chance d'écrire. Il a écrit sur ses copains, sur ses collègues peintres, il a écrit sur les poètes, il a écrit sur son époque. Il a non seulement peint, fait des affiches, il a été sérigraphe, il a tout fait, Redda. Il a fait de la sculpture, mais il a aussi parlé des gens qui ont créé. Et il a rendu hommage à Racine, il a rendu hommage à Anna Grecki. Voilà. Merci beaucoup. Merci Samira Hadjamal. Merci pour cet hommage des plus poignants, des plus touchants. Merci pour la déclamation qui vient de passer. On vous retrouve la semaine prochaine. Inch'Allah. Pour la thématique. Peut-être Edmond Charlot, peut-être... On a de quoi en parler des heures et des heures. Aussi. Edmond Charlot qui avait une librairie à Alger et qui a accueilli énormément d'expositions. Il a aidé beaucoup d'artistes algériens, que ce soit peinture ou auteur, à émerger. Que de grands hommes, de grandes femmes et des parcours des plus exceptionnels. Merci d'avoir été avec nous. Belle journée. Je vous laisse profiter de ce magnifique cadre. Superbe. Et pourquoi pas piquer une tête? Pourquoi pas? Peut-être pas aujourd'hui, j'ai pas mon maillot. C'est pas grave, c'est pas grave. On fait avec les moyens du bord. Merci, belle journée à vous, Samira Hadjamal. Je vous laisse avec cette boucle d'images. On se retrouve juste après.
enfin une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les mains à faire. Nous restons avec ces femmes au parcours exceptionnel et qui ont beaucoup de talent pour accueillir notre deuxième invité, Jahida Houadef, bonjour. Oui, bonjour Nour, merci pour cette lumineuse invitation. Oh ben merci beaucoup. Oui, merci parce à que vous cette lumière, elle est exceptionnelle, je la trouve. Un peu gênante, mais très agréable. Elle est vraiment très pour belle. nos téléspectateurs et c'est ce qui compte le plus. Alors vous êtes artiste peintre, céramiste, enseignante d'art et vous faites partie de cette première génération de femmes artistes en Algérie. Alors juste envie de vous poser une question. Comment ça se passait à l'époque pour les femmes artistes en Algérie? Bon, moi je dirais peut-être plutôt la deuxième génération, parce que la première génération, on a nos grands artistes femmes, Baya Mahidine, Allah yarhamha, Souhila Belbahar, Aïcha Haddad, Allah yarhamha. Il y en a tellement qui ont combattu et qui nous ont frayé le chemin pour venir nous après. Et on a trouvé pas mal de choses faites. Installée et donc pour nous c'était, moi personnellement, j'ai fait l'école des beaux-arts les années 80, c'était très sympathique, c'était une vraie découverte, je n'imaginais pas du tout qu'on pouvait faire un métier dans les arts, je ne pouvais pas imaginer qu'on pouvait gagner notre vie à travers les arts et donc je suis rentrée dans cette majestueuse école des beaux-arts qui est magnifique, qui devrait peut-être être classée comme patrimoine national parce que architectural et sa position et son emplacement et sa lumière, je la trouve exceptionnelle et je garde vraiment de très bons souvenirs dans ces grands espaces, dans les ateliers de l'école des beaux-arts et donc j'ai fait mes études dans les années 80 et j'en ai fait 4 ans de cursus et ensuite dans les 4 ans il y avait 2 ans de tronc commun où on a découvert plein de matières, la miniature, la sculpture. À l'époque il y avait toutes ces spécialités. Exactement. Non, c'était vraiment des cours, mais ce n'était pas des spécialités. Et puis, dans le cursus de 4 ans, les 2 dernières années, on pouvait choisir une spécialité. Moi, j'avais choisi la spécialité de céramique quand j'ai fait l'école nationale, parce que j'en ai fait les 2 écoles, l'école nationale et l'école supérieure des beaux-arts qui a ouvert par la suite. À l'école nationale, donc j'avais choisi céramique parce que dans mon enfance, à Ngaous, je jouais beaucoup avec l'argile et donc je voulais reprendre un petit peu le contact avec l'argile, avec la matière première, avec l'eau. Vraiment, c'était une sensation magnifique. Et donc j'avais choisi la spécialité céramique à l'école nationale. Malheureusement, une fois j'ai terminé mes études, mon cursus à l'école des beaux-arts, je ne pouvais pas exercer ce métier, cette création, car dans la céramique, il fallait beaucoup de moyens, il fallait un espace, il fallait le four, il fallait vraiment beaucoup de moyens qui coûtaient à l'époque. Enfin, qui coûte toujours cher. Oui. Et donc, je suis partie à l'enseignement. J'ai enseigné dans les différentes écoles privées, dans les lycées d'Alger. Et entre-temps, l'école des beaux-arts, l'école supérieure des beaux-arts a ouvert ses portes. Et donc, je me suis réinscrite pour faire mes études supérieures à l'école des beaux-arts. Et là, j'ai choisi peinture et j'étais dans l'atelier de Martinez, de Denis Martinez. C'était une très belle expérience, c'était très émouvant. Vous savez, les années des études, c'est des années exceptionnelles. On dit que c'est les plus belles années de notre vie. Exactement, qui restent gravées dans notre mémoire et qu'on n'oublie jamais. Et elles remontent, elles remontent à la surface à chaque fois qu'on croise des choses, des événements dans notre vie. Alors, est-ce qu'à l'époque, il fallait prouver sa place en tant que femme artiste en Algérie, s'imposer dans un monde qui était quand même dominé par la gente masculine? Si, bien sûr. Jusqu'à présent, on doit s'imposer. Un peu moins quand même, parce que la femme est très imposée dans tous les secteurs. Oui, je trouve que légèrement moins, mais je pense qu'il faut toujours frayer sa place, il faut toujours s'imposer, il faut
s'imposer par son travail, par la qualité de son travail. Je pense que la femme algérienne, elle a beaucoup de potentiel, et elle est très créative et elle a elle est capable de se dépasser pour créer, pour inventer, pour faire de belles choses. Et je pense que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, et en plus de ça, grâce aux réseaux sociaux, on voit plus, elle a plus de visibilité de son travail qui nous permet de voir encore plus ses créativités, qui lui permettent aussi de se faire connaître et c'est une façon de la booster et de la pousser vers l'avant. Voilà. D'accord. Et vous avez même essayé d'imposer des friches, artistiques, donc les abattoirs, mais ça n'a malheureusement jamais vraiment vu le jour. Oui, c'est malheureusement triste parce que enfin, le problème de l'artiste algérien ici, c'est toujours manque de reconnaissance. Oui, voilà. C'est ce statut qui n'aboutit pas encore. C'est le manque des espaces de travail, parce que l'artiste, il a besoin d'une adresse. Si quelqu'un, demain, il a envie d'aller rendre visite à un artiste dans son atelier, eh ben, il ne peut pas, parce que nous, on doit pousser une table, une chaise pour peindre. Et ça, je pense que jusqu'à présent, ça reste problématique, parce que vraiment, je pense que c'est nécessaire que le gouvernement algérien et les mécènes aide l'artiste à se stabiliser par rapport à ce problème qui est les ateliers. Les ateliers peuvent aussi rendre un grand service. Ils peuvent être ouverts, ils peuvent être un lieu de rencontre, ils peuvent être un lieu d'exposition, ils peuvent être un lieu de transmission aussi. Parce que grâce aux ateliers d'artistes, on peut permettre aux enfants de venir rendre visite à l'artiste, de voir comment il travaille, de partager ses émotions, ses idées. L'artiste et son art également. Voilà, et regarder de près, parce que entre une théorie et une pratique, il y a un monde, et je pense qu'on est très imprégné par ce qu'on voit et par ce qu'on ressent. Voilà. Et alors Djahida Ouadef, vous avez fait preuve d'une très grande générosité envers les artistes qui étaient dans le besoin. Donc vous leur avez porté aide et assistance. Alors vous avez quelque part également avec d'autres ouvert la voie aux artistes femmes en Algérie, vous en êtes fiers. Est-ce que vous voyez aujourd'hui les résultats de cet engagement ? Vous savez, moi j'ai toujours cru qu'une seule main ne peut pas applaudir. Et on a besoin de plusieurs mains qui se tiennent les unes aux autres pour justement avancer ensemble. Et je pense que les artistes qui se sont retrouvés vraiment dans un état vraiment triste pendant la Covid, c'est malheureux d'en arriver là. Il y a des artistes qui n'ont pas trouvé quoi manger pendant cette période vraiment cruciale, et qui n'ont pas trouvé où habiter parce qu'ils ne pouvaient plus payer leur loyer. La moindre des choses, bien sûr, c'est d'être là, de faire ce qu'on peut, parce que ce n'est pas évident. Nous, on peut aider quand on est à l'aise et qu'on peut se le permettre. Mais quand on ne peut pas, je pense que c'est un peu difficile. Donc je pense que l'artiste algérien, il a besoin de son État, il a besoin aussi de son public, il a besoin de son peuple. D'ailleurs, il y a la plateforme digitale qui offre d'ailleurs plusieurs opportunités pour remédier justement à ces problèmes qui existent toujours, auxquels les artistes sont confrontés. Donc voilà, des plateformes qui leur permettent j'espère que l'artiste algérien va s'épanouir davantage, va pouvoir justement, le virtuel, il a beaucoup aidé, et je pense que c'est vraiment une opportunité pour justement digitaliser beaucoup de choses et permettre justement au public, aux gens qui ne connaissent pas les artistes, de les faire connaître. Et je pense qu'on a besoin aussi d'écrire notre histoire avec tous les différents supports de la nouvelle technologie, entre autres le digital. On a besoin aussi des reportages, des émissions comme celle-ci, de faire connaître vraiment le parcours d'un artiste, de faire connaître sa quête, de faire connaître son travail. Et je pense que c'est très important de pouvoir partager les émotions de l'artiste durant son vivant. Et c'est ce que nous allons faire tout de suite. Donc avant de poursuivre cet entretien, nous allons découvrir ensemble toute l'étendue de votre travail, Djahida Ouadef, et de votre talent également. Et on continuera justement après avec vous, juste après. Merci.
Jahida Wadef, on va parler de ce que vous faites aujourd'hui, donc depuis quelques mois. Alors vous avez une dernière publication destinée aux enfants. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? En fait, le carnet de coloriage dérivé de mon travail, parce qu'en fait, ce carnet, il n'est pas spécialement pour les enfants, mais c'est pour tout âge. C'est une façon de faire connaître l'œuvre de l'artiste à travers ce livre ludique, et aussi de pénétrer l'œuvre de l'artiste en découvrant sa technique, son monde, etc. Ou carrément détourner l'œuvre de l'artiste, changer complètement ce qui est proposé par l'artiste, mais tout en gardant la structure de l'œuvre, changer complètement le look de l'œuvre carrément. Et c'est aussi une façon de déstresser, c'est de l'art-thérapie, surtout en été, pendant l'été, je pense que c'est l'idéal. Voilà. Hein, exactement. Et vous ne pouvez pas imaginer la vertu qui peut se faire psychologiquement sur l'être humain en coloriant, en travaillant avec ses mains. On ne pas dépasser. Non, pas forcément. Là, on peut gribouiller dessus, hein, parce que moi, je pense que ce livre de coloriage, il peut se permettre, même pour un enfant de 4 ans, le fait qu'il pose le regard sur l'œuvre, il va s'imprégner, il va enregistrer cette image-là depuis son tout jeune âge. Je pense que ça va lui permettre de s'imprégner de sa culture, de son art, de développer connaître un don. Voilà, exactement. Imprégner cette image dès l'enfance, je pense que c'est le meilleur moyen de faire connaître sa culture et son patrimoine. Et je pense que ce livre de coloriage, pendant cette période, c'est l'idéal justement pour pouvoir passer une belle journée, surtout avec cette lumière qui est extraordinaire. C'est la lumière favorite des artistes. Les journées sont longues et sont magnifiques. Je pense qu'il y a de quoi faire, il y a de quoi s'exprimer, il y a de quoi déstresser, il y a de quoi inventer. Je pense que c'est vraiment c'est un support extraordinaire, et c'est la première fois qu'un artiste algérien fait ce genre de publication. Et j'espère pouvoir encore en faire d'autres, et j'espère que que ça deviendra une tradition et qu'on va s'occuper beaucoup plus de l'édition de l'œuvre d'art, de l'art plastique en Algérie. Voilà. Il y a aussi la mer qui offre plusieurs couleurs, plusieurs dérivés, du bleu, du vert. Il n'y a pas que la mer. En Algérie, on a une lumière extraordinaire. D'où les orientalistes qui sont venus justement capter cette lumière. Et donc cette lumière, elle est là, présente, et qui nous permet de regarder, de découvrir 1001 couleurs. Et je pense que c'est une exception de saisir ces nuances, c'est une exception de saisir cette offrande de couleurs. C'est un spectre magnifique qui est vraiment très déployé et qui est vraiment décomposé, et qui permet vraiment de pénétrer ce monde extraordinaire de la couleur. Et je pense que l'art, il est là justement pour aider, pour faciliter la transition vers un autre monde imaginaire. Là, on en voit donc à l'écran la blancheur de l'écume des vagues de notre mer Méditerranée, si belle. Magnifique, et qui est très inspirante aussi. Exactement. Alors, est-ce que c'est une façon de développer ou de susciter des vocations, la fibre artistique chez les plus jeunes aussi? Exactement. Je dirais d'abord, c'est une façon d'apaiser l'âme, de la réconcilier avec elle-même. C'est une façon d'être en bonne... c'est une façon d'être bien avec soi-même. Et quand on est bien avec soi-même, on ne peut que refléter cet état d'âme sur les autres. Et c'est aussi une façon d'apprivoiser l'autre, de lui rendre le sourire comme vous le faites maintenant. C'est très gentil. Alors, on parlait de réflexe. Vous avez le réflexe, voilà. Est-ce qu'on peut en parler? Alors, ça c'est un dérivé de mon art, parce que pendant le confinement, je me suis concentrée beaucoup plus sur les dérivés de mon art. Donc, transporter mon œuvre sur différents supports. Pour qu'il soit dans les intérieurs, c'est une façon justement de permettre à l'art d'être dans les foyers, d'être présent au quotidien. Donc ces coussins-là, je les ai conçus. C'est une œuvre de mon travail
qui va être justement dans un intérieur. Très souvent, on ne trouve dans les intérieurs algériens que des choses qui ne nous appartiennent pas. Déjà des couleurs froides, voilà. des choses qu'on nous des a choses offertes, qui sont importées. Qui ne sont pas trop personnalisées. Voilà, exactement. C'est une façon aussi de personnaliser le chez soi, sa bulle, d'être entouré que des choses qui nous appartiennent, de s'imprégner de ce qu'on peut. C'est très voilà, joli. merci beaucoup. Extrêmement joli. De ce qu'on Alors, peut. dites-nous, combien de temps ça vous prend de réaliser un coussin? Bon, ces coussins-là, ils ne sont pas réalisés par moi-même. L'œuvre, elle est réalisée par moi-même. Elle est imprimée sur ce tissu. Et ce tissu, il est fait par un artisan qui va les coudre. C'est-à-dire il y a plusieurs phases de réalisation. Il y a plusieurs phases dans la réalisation de coussins. Donc la première phase, c'est l'impression sur tissu. Et la deuxième phase, c'est la conception, comment on appelle ça, le montage. Le montage, voilà. Tout à fait. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour cette sympathique invitation. Merci à vous. J'invite le public à regarder encore davantage mon travail sur ma page Facebook, Jahida Wadef. Et pour être aussi à la page pour tout ce qui est projet à la rentrée, à cette rentrée scolaire, exactement. Rentrée sociale, septembre, c'est dans 3 petites semaines, ça passe très très vite. Vous avez des projets? Mais j'espère que ça ne va pas passer très vite. Oui, on souhaite. À qui vous le dites? J'espère qu'on va en profiter maximum parce que l'année dernière, on n'en a pas vraiment profité. Pas du tout. Pas du tout. Mais cette année, j'espère que les journées elles vont être encore plus longues et on va s'imprégner davantage de nos amis, de notre famille, de notre entourage et de notre beau pays. Très bien. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une très belle journée. On se retrouve très bientôt, j'espère, avec d'autres actualités. Inch'Allah. Merci Alors, beaucoup. je rappelle, Jahida Wadef, que vous êtes artiste peintre, céramiste et enseignante d'art et que vous faites partie donc des toutes premières générations des femmes artistes en Algérie. Belle journée à vous. Merci beaucoup, Nour. C'est Amis du matin, nous allons voir à présent un défilé des motos cylindrées américaines. Et oui, c'est la Harley Davidson. On avait hâte de les voir. Je vous laisse, on se retrouve juste après. Retour sur le plateau de Brise d'été. Pour ce dernier plateau, bien, nos deux derniers invités adorent l'américaine. Ils l'aiment en plus bien musclé. Je parle bien évidemment de moto et on accueille nos deux derniers invités. Alors il s'agit de Abdelghani Mechti, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Ainsi que Sofiane Aliège, bonjour à vous. Bonjour madame. Comment ça va? Ça va très bien. Merci d'être parmi nous ce matin. Magnifique démo. Merci. Alors Abdelghani Mechti, vous êtes directeur du chapter Hog. Nous allons définir alors ce que c'est. Et vous, vous êtes officier de sécurité au sein de ce même groupe. Exactement. Alors, pour nous, profanes que nous sommes, qu'est-ce que le chapter Hog? Alors, le chapter, enfin Hog, c'est Harley Honor Group. C'est le groupe international de motards propriétaires de moto Harley Davidson. C'est une organisation mondiale à but non lucratif qui dépend de la marque Harley Davidson. Donc c'est au fait le premier groupe qui est associé à une marque qui est sous l'égide de la marque américaine Harley Davidson. Et ce Hog, cette organisation mondiale, compte pratiquement aujourd'hui 1430 chapters dans le monde. D'accord. Et tout ce beau monde-là constitue pratiquement 1 500 000 abonnés à travers le monde. Très bien. Alors, mais au sein de votre chapter à vous, ici à Alger, combien de membres vous comptez? Alors, nous avons au jour d'aujourd'hui 58 membres, membres féminins et masculins, donc des motards, mais aussi des accompagnateurs, donc c'est ce qu'on appelle nous des membres associés, qui partagent les passions avec leurs époux ou qui sont aujourd'hui des membres féminins motards aussi. Alors, pour y adhérer, comment on fait? Le seul critère est de posséder une Harley? Alors, le seul critère, c'est pas le seul, il est primordial, c'est d'avoir une Harley Davidson, effectivement. On associe au fait l'adhésion à un numéro de châssis.
Donc du coup, cette adhésion est inscrite sur les systèmes de la marque Harley-Davidson qui nous attribue après donc un numéro de membre qui commence par DZ, qui est bien entendu le dénominatif de l'Algérie, comme vous le savez. Mais c'est également tout un style de vie, c'est un mode de vie en fait. Effectivement, mais si vous me permettez, je vous parle un petit peu de l'historique du groupe. Il a été créé le 15 mai 2013, donc aujourd'hui on vient de fêter les 8 ans donc, du chapter. Et bien entendu, on l'a fêté dignement en famille, donc avec une célébration digne des 8 ans. Et c'est vrai effectivement que depuis des années, donc, le groupe a grandi et aujourd'hui on se retrouve à 58 membres. L'adhésion, comme je vous l'ai précédemment dit, elle dépend en fait d'un numéro de châssis, mais pas que. Pourquoi pas que? Parce qu'au fait, nous vivons cette passion-là en famille et donc du coup, on a d'autres critères. Les critères sont relatifs à la conduite de la personne, la conduite sur la moto et en dehors de la moto. Pour revenir à votre question, et effectivement, quand on parle au fait d'Harley-Davidson, quand vous achetez une moto Harley-Davidson, le vendeur va vous dire vous achetez pas qu'une moto, vous achetez au fait un style de vie. Oui. Donc, et ce style de vie, effectivement, on n'associe pas une Harley-Davidson avec des tatouages, pas forcément. C'est au fait beaucoup de liberté. Beaucoup de liberté dans la tête et quand on partage cette liberté et cette passion-là en groupe, c'est encore mieux parce qu'il y a une ambiance de folie, comme vous pouvez l'imaginer. Oui. Et on lie des liens d'amitié. On a des membres qui viennent de partout. Donc il faut savoir que l'originalité du monde des motards, ou du moins chez nous, quand un membre rentre au sein du groupe, il est personne. Parce qu'au fait, il est considéré comme un motard. Quelle que soit son affiliation sociale, quelle que soit son affiliation professionnelle. Son statut social aussi. Tout à fait, il est considéré comme un motard. Et donc, du coup, effectivement, on vit ce style de vie en communauté et surtout en famille. Tout à fait. Alors, vous, Sofiane Alièche, vous êtes officier de sécurité. Alièche, voilà, pardon. Vous êtes officier de sécurité au sein de ce chapter HOG à Alger. Parlez-nous un peu de vos activités, vos sorties. Merci, merci madame. Bon, en fait, pour vous dire, moi je suis dans le chapter Algérie depuis 5 ans. En fait, je suis officier de sécurité depuis une année. Nos sorties, en fait, ce groupe-là, pour moi, ça m'a permis de découvrir une seconde famille. On vit notre passion dans une convivialité familiale et aussi avec mes amis motards. Notre groupe est très homogène et puis on essaie de créer une ambiance de liberté et de fraternité. Ah ben je vois ça, oui. Pour nos sorties, je vous dis, bon, nos sorties sont programmées, nous avons plusieurs sorties à l'année. Vous voulez que je vous dise, je vous parle des sorties que nous avons effectuées. Bon, ça nous a permis, surtout pendant cette période-là, ces 2 années. Ça a été un peu compliqué? Mais vous avez eu l'occasion de vous évader, de sillonner les routes du pays? Oui, en fait, ça nous a, comme vous le savez, on a un très beau pays. Oui. Et de très très belles régions. Ça nous a on a fait beaucoup le sud et ça n'empêche qu'on a fait aussi des virées vers les hauteurs de Sharia. On fait aussi des virées du côté aussi de l'ouest, de la région ouest. Et aussi du côté est, les montagnes du Djurdjura et tout ça. Ça nous permet de découvrir non seulement le paysage magnifique, mais aussi de découvrir chaque région a sa particularité, a sa beauté, puis et la culture. Quand vous allez d'Alger à Boussaada ou à Tamanrasset, bon, on n'est pas parti à Tamanrasset, mais à Janet. Oui. Et puis ça permet aussi de vous faire connaître aussi davantage, même si on vous connaît assez, je le sais. En fait, c'est pas le but. Oui, c'est pas le but, oui. Nous, notre but, c'est déjà partager la passion de la moto. Oui.
Et de faire de la route. Faire de la route, tout dans une belle ambiance, dans une bonne ambiance. Et on découvre l'Algérie, on découvre, comme je vous ai dit. D'ailleurs, c'est vous en tout cas, Sofiane Alish, vous restez avec nous, c'est vous que nous allons découvrir à travers ce reportage qui a été effectué par notre confrère Chouqi Alish. Donc regardez, on se retrouve juste après. Quand un motard achète une moto, c'est pour vivre les sensations de liberté, c'est important. Depuis pratiquement 20 ans, pour ne pas dire que c'est nouveau, il y a des groupes qui se forment en Algérie. Ils se forment à travers des affinités, donc Sahab Hagdaya, des groupes de motards et tout ça, ou ils et tout ça. Des clubs se forment à travers le monde entier et l'Algérie n'échappe pas au phénomène. Ici comme ailleurs, les clubs de motards sont très vivaces. À Oran, Sétif ou Blida, ils totalisent des centaines de membres, tous clubs confondus. Cette année, on va faire 8 ans. Donc le club a été créé le 15 mai 2013 et depuis, la famille s'agrandit. On est aujourd'hui à 45 membres. Les Hog Harleys Honor Group Algiers Chapter Algeria forment le seul club officiel. Nous sommes partis à leur rencontre sur les rives de la Sablette d'Alger. Donc on respecte le code de la route, très important, et surtout les signaux d'Yaouna. Donc comme arrêt, lorsqu'on s'arrête ou là, lorsqu'on va s'arrêter, on le signale avant l'arrêt. Ok. Donc on signale les trous, les comptes accélérés, et la gauche les ma tombriesh pour signaler un trou ou le haja. L'image du biker a évolué à travers les générations, même si le bon vieux mythe du biker rebelle plane toujours. La réalité actuelle ne correspond plus à celle d'un clan sauvage, comme dans les années 50 avec les bandidos et les 1%. Un motard, c'est un fils de famille, c'est un père de famille, c'est un responsable, c'est quelqu'un qui a une entreprise, c'est quelqu'un qui a des responsabilités, mais qui a choisi ce mode de vie-là pour déstresser, pour décompresser, pour vivre sa passion, sa liberté. C'est une façon de décompresser, c'est une façon aussi de quitter un petit peu le quotidien stressant. Il y a un lien de famille. واحد يمر رانا معاه، واحد يطيح رانا معاه، واحد لومبان رانا معاه، نخرجوا كيف كيف، نفطروا كيف كيف، لي سورتي كبار للصحراء، on est toujours ensemble. Les Hog Members sont chargés de présenter à la population non motard une image soft et classique. Ils ont une règle de conduite qui leur est imposée avec le respect strict du code de la route, une tenue et une conduite irréprochable exigée. Enfin, le respect des règles lors des déplacements avec leur road captain qui est Abdelghani. On a un programme de sortie donc, qui est fréquent, où on visite l'Algérie, que ce soit le nord, l'est, l'ouest ou même le sud. Et puis on a aussi un programme d'appui donc, à l'aide à la conduite. Donc que ce soit la conduite dynamique, ce qu'on appelle les exercices de conduite, ou sinon des séances d'exercices théoriques. Cette association Hog Algiers Chapter Algeria accepte tout le monde et il suffit d'être possesseur d'une Harley puis être parrainé par un motard pour en faire partie. Un sujet signé par notre confrère Chouqi Alish. Donc gros plan ce matin sur Canal Algérie sur les Harley Davidson avec nos deux invités. Donc on rappelle que nous avons parmi nous Abdelghani et Mechti, bonjour. Rebonjour. Rebonjour, rebonjour. Et Sofiane Alish, ça va? Ça va. Très bien. Merci. Alors, dites-nous un peu, je sais que vous êtes dans le caritatif. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Alors, pendant l'année, on mène beaucoup d'actions parce que, au fait, comme l'a dit Sofiane, c'est vrai qu'on visite plusieurs régions du pays et on voit un petit peu les problèmes que rencontrent, donc, que ce soit les populations, les gens qu'on rencontre et tout ça. Et effectivement, nous sommes amenés à faire des actions caritatives. Donc
pour généralement parler un petit peu de ce qu'on fait annuellement et ponctuellement, pendant le mois de Ramadan, on fait des collectes de jouets, des collectes de fonds aussi pour acheter des jouets et aller le jour de l'Aïd rendre visite généralement aux enfants qui sont retenus dans les hôpitaux. Les enfants malades. Et donc, au fait, on apporte un petit peu un brin de sourire donc, à ces petits-là qui ne passent pas l'Aïd avec leurs parents. Et donc, au-delà de ça, donc, ponctuellement, l'Aïd l'Ekber ou la début Ramadan et tout ça, on rend visite donc, aux pensionnaires des maisons de retraite, en leur apportant des présents, en leur apportant une petite chaleur humaine, en prenant des photos avec eux, on essaie un petit peu de se rapprocher de ces gens-là. Au-delà de ça, quand on part dans les régions lointaines, comme l'a dit Sofiane tout à l'heure, Janet, Louatsouf ou ailleurs, donc dans le sud, forcément, je dirais, on n'en parle pas parce que ça rentre un petit peu dans la culture du musulman et de la culture de l'Algérien. C'est, voilà, on va offrir au fait des vêtements, on va offrir des denrées alimentaires et tout ça, donc pour apporter un plus donc, à ces gens-là qui sont quelque part démunis, loin des métropoles. Oui. Et forcément, quand on y va, forcément, on retrouve des gens qui sont très contents de nous voir, mais aussi nous, on leur rend en fait cette joie d'accueil, cette chaleur d'accueil, on leur envoie aussi un message qu'on est là, on ne les oublie pas. Et à chaque fois qu'on se déplace, on a une pensée pour eux. En tout cas, je peux vous assurer que c'est plus qu'un sourire que vous leur apportez, comme quoi derrière vos blousons en cuir, eh bien, se cachent quelque part des âmes sensibles. Sofiane Alish, alors vous êtes officier de sécurité au sein de ce même chapter Hog. Alors votre passion rime forcément avec sécurité. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous ces jeunes qui roulent sans casque, sans faire attention à la vitesse à laquelle ils sont Que voulez-vous que je vous dise? Il y a beaucoup de choses à dire. Oui, il y a beaucoup de choses à dire. En fait, moi étant motard, et aussi quotidiennement, comme nous tous, on aperçoit beaucoup de motards jeunes, sans casque. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'à un moment, on a participé à des actions de sensibilisation avec l'Agence nationale de la sécurité routière, oui. Qui dépend du ministère de l'Intérieur, et aussi avec d'autres clubs de moto en Algérie. Et on a fait je pense, mois de Ramadan, on a fait 4, c'était chaque samedi. Que voulez-vous que je vous dise? Aujourd'hui, un motard qui ne met pas de casque, c'est un motard inconscient. Ouais. C'est un motard qui pourrait avoir une petite chute et perdre la vie. Perdre la vie ou être handicapé à vie. Et ça, nous étant responsables de la sécurité au sein de mon groupe déjà, dans notre groupe, on encadre nos équipes avant, pendant et même à la fin de la sortie, on essaie d'encadrer nos amis du chapter. Oui. Et puis aussi, moi je vais vous dire, madame, concernant la sécurité, le motard, le casque c'est qu'un élément. C'est le premier élément que le motard devrait mettre en se mettant sur sa bécane. Ça n'empêche qu'il y a d'autres éléments de sécurité qui sont très importants. Oui. Et que généralement on ne prête pas attention. Vous avez les gants, les chaussures, parce que la première chose en tombant d'une moto, c'est l'être humain a tendance à mettre ses mains. Et aussi les chaussures. Des chaussures montantes. Des chaussures montantes ou spécialement conçues pour la moto. Et puis un casque, ça peut coûter entre 4 000 et 20 000 dinars. Mais comparé à une vie, ce n'est rien du tout. Voilà. Comparé à une vie, c'est rien du tout. Incomparable. Après, moi, je vais rajouter juste un petit point. Il n'y a pas que la sécurité du motard ne dépend pas uniquement du motard lui-même et de sa moto. Elle dépend aussi des automobilistes. Oui. Parce qu'étant motard, oui, on est confronté à des automobilistes qui ne font pas très attention aux motos qui roulent. Oui. Et de plus en plus, on voit sur les grandes villes, on voit de plus en plus de motos. Tout à fait.
puis il y a aussi un autre phénomène, vous faites bien de le souligner, il y a aussi un autre phénomène que nous observons aujourd'hui dans nos villes, donc c'est le changement de pot d'échappement au niveau des motos pour faire un peu plus de bruit. C'est dangereux ou pas de modifier un équipement d'une moto comme ça, sans avis d'un spécialiste, sans mécanicien, de son propre gré? En fait, de changer, ça reste un risque pour le motard, parce que si vous changez vous-même votre pot d'échappement, il pourrait avoir une étincelle et vous voir votre moto qui prend feu. Ça d'une part. Mais sinon, moi je vais vous dire, quand on discute un petit peu avec les motards qui changent de pot, ils disent on le change parce qu'en fait, dans les embouteillages, ça permet aux automobilistes d'entendre qu'on est là, qu'on est derrière, qu'on arrive. Pourtant, ils klaxonnent en même temps. Donc Et maintenant, en fait, par rapport à ça, par rapport au bruit, aux décibels que dégage un pot d'échappement, oui. Dans plusieurs pays dans le monde, c'est régularisé. Vous n'avez pas le droit d'avoir des pots d'échappement qui dépassent certains décibels. Qui répondent à certaines normes, tout simplement. Oui. Très bien. Alors, et puis, le bruit que fait une Harley Davidson est incomparable. On dit que la Harley chante. C'est vrai ou pas? Alors, généralement, on dit que, par rapport aux autres motos, on dit qu'une Harley a une âme. Oui. À partir du moment où en fait, elle fait du bruit et elle vibre, on a cet échange avec la moto et c'est pour ça qu'on dit très souvent qu'une Harley Davidson a une âme. Abdelghani Mechti, j'ai cru comprendre que vous prenez part à des événements internationaux. On peut en savoir plus? Oui, effectivement. Alors, 2 fois par an ou même plus, on prend le bateau. Oui. Donc on traverse la Méditerranée pour atterrir à Marseille. Et de là, on prend part donc, à un festival dans le sud de la France, qui est très connu, qui se fait annuellement, donc au mois de mai. Et c'est à Grimaud, donc dans la ville de Grimaud, proche de Saint-Tropez. Et ça s'appelle l'Eurofestival. L'Eurofestival qui dure généralement 4-5 jours et qui regroupe pratiquement tous les motards du sud de l'Europe. Et même plus, il y a des gens qui viennent par avion pour y prendre part. On représente l'Algérie avec le drapeau pour rencontrer d'autres chapters, lier amitié avec d'autres personnes. Et c'est là où on a connu des gens avec lesquels on garde contact aujourd'hui. Un peu plus tard dans l'année, donc au mois de septembre, on fait le même chemin pour aller un peu plus loin, donc en Autriche. On parcourt 1000-1100 km pour y arriver. Et sur place, vous prenez part donc, au plus gros rassemblement européen. Ça s'appelle l'European Bike Week. Et ça se passe donc, dans le sud de l'Autriche. Et c'est à Fakirci. Ça regroupe pratiquement 600 000 motards. Génial. Et c'est l'occasion, je pense, de promouvoir l'Algérie en tant que destination touristique? Alors très souvent, on nous pose la question, est-ce qu'on est venu par avion? Et lorsque, au fait, on annonce qu'on est venu avec nos bécanes, c'est vrai que ça... Je dirais pas que ça refroidit, mais ça surprend, ça étonne. Et c'est là où on développe au fait la discussion sur l'Algérie, parce que c'est une destination pour les Européens, notamment du Nord, qui n'est pas connue. Oui. Et donc du coup, on parle très souvent, comme on a fait au fait, on a plein dans les yeux donc, du paysage algérien. Donc on fait part un petit peu donc, des destinations algériennes, notamment le sud, qui rappellent la route 66. Oui. Et effectivement, quand on prend la route vers Taman al-Assad ou vers Janet, c'est vrai que c'est des paysages lunaires. Magnifique. Alors, rapidement, parlez-nous de vos gilets qui sont bardés de pins. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? Alors, le gilet, vous avez déjà les couleurs du chapter. Oui. Vous avez donc le logo du HOC, donc oui. Donc de l'association internationale qui nous régit. Vous avez aussi le patch donc, du club. Oui. Après, vous avez les patchs. Donc, si vous êtes officier, donc vous avez un patch. Si vous avez 2 fonctions dans le chapter, vous avez 2 patchs et ainsi de suite. Après, pour ce qui est des pins, donc vous avez des pins d'année d'adhésion, donc au HOC. Vous pouvez éventuellement trouver quelqu'un qui a 80 pins, parce qu'au fait, il a 80 ans donc de vie avec Harley Davidson. Hein, ouais. Effectivement. Et nous, à la limite, on est pratiquement les plus jeunes dans le monde Harley Davidson, parce que voilà, le club a 8 ans d'âge. Oui. C'est vrai qu'on commence à gagner des années et puis de l'expérience, que ce soit sur la route ou que ce soit ailleurs. Pour ce qui est des autres pins, c'est au fait les villes qu'on a parcourues, c'est les événements auxquels on a pris part.
C'est aussi donc des formations auxquelles on avait pris part, parce qu'il faut savoir qu'on suit des formations donc, avec des formateurs internationaux qui viennent nous délivrer des diplômes par rapport au fait à des formations sur la maîtrise de la moto, la conduite et tout ça. Même pour les capitaines de route, ils ont des formations qui sont suivies et supervisées par des formateurs internationaux. Très bien, merci beaucoup Abdelrani Mechti, merci beaucoup. Donc je rappelle que vous êtes directeur du chapter Hog. Merci à vous également, Sofiane Ali, d'avoir été avec nous. On remercie bien sûr vos camarades qui vous ont gentiment accompagnés, à savoir Redouane, Amine et Mounir. Merci d'avoir été avec nous ce matin, c'était en tout cas une très jolie découverte. Chers téléspectateurs, amis du matin, nous arrivons à la fin de ce numéro, bien sûr sponsorisé par Coral Peinture. Merci d'avoir été avec nous. On remercie également notre régie mobile qui se déplace tous les matins. Donc nous sommes toujours au niveau du complexe Thalassothérapie du côté de Sidi Frej. Merci de nous avoir suivis, de nous être fidèles tous les matins. On se retrouve très vite. Très belle journée avec la suite de nos programmes sur Canal Algérie.